Le président gabonais Ali Bongo est en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi pour une visite officielle de 72 heures. Arrivé ce matin à Yamoussoukro, il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement. Le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD a ouvert ses portes ce matin à Abidjan pendant 3 jours. Des industriels, inventeurs et structures d'encadrement vont exposer leur savoir-faire pour l'industrialisation du cajou. Dakar accueille depuis ce matin la conférence ministérielle de la francophonie. La conférence a adopté plusieurs résolutions portant sur la santé, l'éducation et la sécurité dans l'espace francophone. L'Amérique est secouée par les événements de Ferguson. La colère s'exprime dans tout le pays. 4 mois après la mort d'un jeune noir non armé, Darren Wilson, le policier qui a tiré sur Michael Brown, ne sera pas jugé. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Ajoutez au sommaire de cette édition le dossier EcoPlus. Nous jetons aujourd'hui un regard sur le partenariat public-privé. Quel intérêt? Quel enjeu? Pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le pays attend 7 800 milliards de francs CFA par an pour ses investissements et le partenariat public-privé reste une voie de salut. Nous en saurons davantage dans quelques instants dans le dossier EcoPlus. Commençons par la visite officielle qu'effectue le président gabonais Ali Bongo en Côte d'Ivoire. C'est une visite officielle de 72 heures. Arrivé ce matin à Yamoussoukro, il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement. Je suis heureux et ému d'être en Côte d'Ivoire, a déclaré le président Ali Bongo à son arrivée dans la capitale politique ivoirienne. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulé. Aéroport de Yamoussoukro, il est 10h50 quand l'avion transportant le président gabonais atterrit. 10 minutes après, le président Ali Bongo Ondimba est accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara après sa descente d'avion. Aussitôt vont suivre les honneurs militaires marqués par l'interprétation des hymnes nationaux gabonais et ivoiriens. Le président gabonais, avec à ses côtés son homologue ivoirien Alassane Ouattara, va ensuite passer en revue les troupes et saluer les personnalités administratives, civiles et traditionnelles, ainsi que la forte communauté gabonaise présente. Le tout dans une ambiance festive, digne d'un accueil à l'africaine. Le président gabonais ne peut que se sentir chez lui en arrivant à Yamoussoukro. Cette chaleur que je vis, vraiment c'est un retour pour voir d'autres membres de la famille. Et je suis vraiment très content d'être là et vraiment je remercie M. le Président, le gouvernement et tout le peuple ivoirien pour cette invitation. Après une courte pause au salon d'honneur, le président gabonais Ali Bongo Ondimba va prendre la direction de sa résidence au Palais des Hôtes. Occasion pour lui de prendre un bain de foule durant le parcours. Les populations sorties nombreuses vont l'acclamer, scandant « Bonne arrivée, Monsieur le Président ». Dans la capitale politique ivoirienne, le président de la République et son homologue gabonais ont reçu les honneurs militaires dus à leur rang. Revenons sur ces instants avec notre reporter Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, accueilli à sa descente par le chef d'état-major général de forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Le chef de l'État, chef suprême des armées, s'est par la suite incliné devant le drapeau pour l'Abidjanaise avant de recevoir les honneurs militaires dus en son rang. Quelques instants après, soit à 10h50, atterrit l'avion transportant son Excellence Ondimba, président de la République du Gabon. Chaleureusement accueilli par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, l'hôte de la Côte d'Ivoire et le président ivoirien auront droit aux honneurs militaires. Honneur rendu par 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogo, une section du 3e bataillon d'infanterie de Bouaké, un peloton du bataillon d'artillerie sol-sol de Bouaké et une section du 1er bataillon du génie militaire de Bouaké aux ordres du chef d'escadron, le commandant Oba Kofi Eric.
Et les populations à Yamoussoukro sont sorties pour accueillir le président Ali Bongo. Les Ivoiriens et les Gabonais résidents en Côte d'Ivoire lui ont réservé un accueil chaleureux. Vous allez le voir. Il s'exprime ici au micro de notre reporter Abou Sanogo. Le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Arrivé ce mercredi matin à Yamoussoukro, il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Pour l'occasion, les populations sont sorties massivement pour réserver un accueil chaleureux à l'Élus Haute qui foule pour la deuxième fois le sol ivoirien. Nous nous sommes organisés pour venir recevoir notre président et vous savez que la chaleur est totale. Donc vraiment nous sommes très heureux de voir notre président. La chaleur elle est bonne. 10 ans que nous ayons coupé avec le monde extérieur. Nous sommes fiers de recevoir un président africain qui nous permet de renouer avec l'international. C'est une parce que cela démontre que les relations entre les deux pays sont bonnes. C'est l'intégration sud-sud, ça. C'est ce que nous cherchons actuellement. Donc nous sommes très contents, nous sommes très fiers de le recevoir aujourd'hui. En 1970, Alhaji Oumar Bongo, président gabonais, on est venu l'accueillir ici, même à l'aéroport. Bon, aujourd'hui, 2014, on est venu accueillir son fils. Nous, on est très très contents. Le président gabonais débute officiellement sa visite avec un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny. Et justement, à Yamoussoukro, où repose pour toujours le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, les deux chefs d'État se sont recueillis dans le caveau familial des Boigny. Le président Alassane Ouattara et son homologue gabonais ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du premier président de la République de Côte d'Ivoire. On retrouve notre reporter Abou Sanogo. Dépôt de gerbes de fleurs, recueillement, instant de prière. Entamant depuis ce mercredi à Yamoussoukro une visite officielle de 72 heures en terre ivoirienne, le président de la République du Gabon est allé se recueillir sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny. À ses côtés, son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Après ces instants de recueillement, les deux chefs d'État ont visité le caveau familial des Boigny. C'est à travers une visite guidée dirigée par le gouverneur du district de Yamoussoukro, petit-fils de l'illustre disparu Augustin Thiam, avant de prendre congé des membres de la famille Boigny et des chefs traditionnels au son du tam-tam par l'heure. Notons que la visite du chef de l'État gabonais en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Et justement, 5 accords de coopération dans divers domaines ont été signés ce mercredi même à Yamoussoukro. On fait le point avec Adama Koné. Acte concret de la première journée de la visite officielle du président gabonais Ali Bongo en Côte d'Ivoire, la signature de 5 accords de coopération sur un total de 28 prévus, sous le regard des deux chefs d'État. La Côte d'Ivoire et le Gabon se donnent ainsi la main dans une dynamique de développement. Nous sommes donc dans une relation d'amitié, de solidarité que nous avons le devoir, vous et moi, de développer. Et si c'était nécessaire, je pense que ce serait difficile de renforcer parce que cette relation est à un point particulièrement haut. Ces relations ne sont pas seulement personnelles et politiques, mais elles sont également économiques et commerciales. D'ailleurs, l'évolution des échanges entre nos deux pays au cours de ces 5 dernières années le démontre. Nous avons multiplié nos échanges littéralement par 10, passant de 40 milliards à 400 milliards au cours de ces 5 dernières années. Cela montre le dynamisme de nos relations, non seulement au niveau des gouvernements, mais également au niveau du secteur privé. Présent sur le sol ivoirien pour 3 jours, le chef de l'État gabonais ne manque pas de relever les performances réalisées par la Côte d'Ivoire en peu de temps. Je voudrais d'abord féliciter le président et son gouvernement pour le redressement exceptionnel et la bonne tenue de l'économie ivoirienne. Des taux de croissance à 2 chiffres, c'est suffisamment rare pour le souligner. Et surtout des taux de croissance qui se maintiennent aussi élevés sur plusieurs exercices. C'est quelque chose qu'il faut quand même pouvoir apprécier
Et je voudrais encore une fois, Monsieur le Président, vous adresser toutes nos félicitations pour ce travail important que vous ne cessez pas donc à la tête de l'État ivoirien. La philosophie qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que nous sommes beaucoup plus forts ensemble qu'isolés, mais que demain, nous allons faire des efforts supplémentaires pour que nos pays puissent s'ancrer résolument vers la voie du développement. Au terme de la cérémonie de signature, les deux présidents se sont prêtés aux questions des journalistes. Pour le chef de l'État ivoirien et son hôte, les questions politiciennes n'ont pas été à l'ordre du jour des premiers échanges. Seul le cap sur le développement pour un mieux-être des populations demeure leur priorité. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire sur cette première journée de la visite du président gabonais en Côte d'Ivoire. Et voilà, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, en mission au Maroc depuis lundi, multiplie les rencontres. Guillaume Soro s'est entretenu avec le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers. Au menu de ces deux audiences, le raffermissement des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Hugues Aveblé est notre envoyé spécial au Maroc. Le président de la Chambre des représentants, le Parlement marocain, était bien heureux d'accueillir le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. La séance de travail qui a réuni les délégations ivoiriennes conduites par Guillaume Soro et marocaines conduites par Rachida Talbi Alami a été l'occasion pour le chef du Parlement ivoirien de partager avec son hôte son engagement à œuvrer au renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cette séance de travail est l'occasion donc de passer en revue les moyens qui pourraient aider au renforcement de la coopération pacifique et harmonieuse de longue date entre les deux pays. Nous avons discuté d'un certain nombre de points, l'échange économique entre nos deux pays, l'échange culturel, les relations politiques, et puis maintenant nous voulons passer à un stade plus avancé, c'est de renforcer les relations entre les deux institutions législatives des deux pays pour pouvoir défendre ensemble nos intérêts, l'intérêt de nos peuples et puis les intérêts et les causes justes de l'ensemble des peuples de l'Afrique. Les relations historiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et de leur renforcement, il a été également question au cours de la séance de travail avec Mohamed Cheikh Biadila, le président de la Chambre des conseillers. Il s'est réjoui d'avoir l'occasion d'aider au renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Cette rencontre avec le président de ce qui équivaut au Sénat au Maroc a été suivie d'une autre avec la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, rencontre jugée fructueuse. L'occasion nous a été permise cet après-midi pour discuter du rôle de la diplomatie parlementaire, d'explorer toutes les pistes pour faire évoluer ces relations, notamment la piste économique. Et là, il y a lieu de signaler qu'il est prévu la tenue d'un forum économique maroco-ivoirien. Il est également prévu la tenue d'une prochaine commission mixte entre nos deux pays. Le droit fil donc de ce qui a été initié par nos exécutifs respectifs. Les parlements entendent, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, se retrouver pour renforcer et consolider nos relations. Nous avons ensemble convenu de travailler dans la complémentarité, à faire en sorte que les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire demeurent au beau fixe et qu'elles puissent s'améliorer. La visite d'amitié et de travail du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro au Maroc s'achève ce jeudi. L'accompagne, et comme cela est de tradition désormais, des membres du Parlement ivoirien. Dakar accueille depuis ce matin la conférence ministérielle de la francophonie. La conférence a adopté plusieurs résolutions portant sur la santé, l'éducation et la sécurité dans l'espace francophone. Les ministres des Affaires étrangères, de la communication, de la culture et de la francophonie veulent faire des propositions aux chefs d'État et de gouvernement. On en sait plus avec notre envoyé spécial à Dakar, Gabriel Zani. La 30e conférence ministérielle de la francophonie, CEMEF, présidée par Mankeur Ndiaye, s'est ouverte ce mercredi 26 novembre au centre de conférence internationale de Dakar. Une rencontre institutionnelle qui se tient 2 jours avant celle des chefs d'État et de gouvernement pour préparer l'ordre du jour du sommet. 9 résolutions ont été adoptées, dont l'une sur la situation de crise dans l'espace francophone. Une résolution sur la solidarité qui doit prévaloir dans la lutte contre
l'Ebola, une résolution importante sur la stratégie économique de la francophonie, une résolution qui porte également sur l'autonomisation des jeunes et des femmes, autant de résolutions qui vont constituer comme des feuilles de route. Lutte contre le trafic de faux médicaments, l'éducation bancaire, des sujets tout aussi importants les uns que les autres pour les pays francophones. La déclaration du sommet des chefs d'État a été aussi revue et adoptée par la CEMEF. Le projet de déclaration de Dakar comprend tous ces aspects de l'orientation stratégique de l'OIF pour les États francophones et impulser une politique commune. Ce projet de déclaration sera soumis aux chefs d'État des pays membres de l'OIF et constituera la feuille de route de la politique francophone de 2015 à 2022. Et c'est le 29 novembre prochain qu'aura lieu le 15e sommet de la francophonie. La capitale sénégalaise accueillera l'événement jusqu'au 30 novembre. L'un des enjeux de ces assises, la désignation du nouveau secrétaire général de l'OIF. 11 candidats sont en lice pour succéder au secrétaire général sortant Abdou Diouf. Voyons les enjeux de ces assises avec notre envoyé spécial Gabriel Zani. Depuis longtemps, la francophonie a été le creuset des cultures lors des grandes rencontres. De l'Europe au Québec, en passant par l'Afrique et les Antilles, l'espace francophone a tissé sa toile au cœur des civilisations. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les choses ont bien changé. D'autres langues interviennent, l'anglais, l'espagnol, le mandarin, l'arabe. Le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Il faut donc garder le français, le protéger. Les assises de la francophonie qui sont ouvertes à Dakar au Sénégal par le village de la francophonie, les rencontres institutionnelles vont définir de nouvelles perspectives à l'organisation de défense de la langue française. Ce sommet va consacrer officiellement le départ du président Diouf, du secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc on va avoir normalement un nouveau secrétaire général au soir du 30 novembre 2014. Donc en tant que tel, c'est une nouvelle personnalité, c'est une nouvelle vision qui va donc, je vais dire, être à la tête de la francophonie. Et justement, en termes de vision, ce sommet va consacrer l'adoption du cadre stratégique 2015-2022. Au-delà de l'aspect culturel mis en avant, l'OIF, avec les 57 pays qui la composent, veut être une organisation qui intègre désormais les questions économiques, d'où le thème retenu pour ce 15e sommet de Dakar. Le thème de ce sommet 2014, Femmes, jeunes en francophonie, vecteurs de paix et de développement, permet donc de comprendre un peu la philosophie nouvelle de l'OIF, qui est de s'appuyer sur ces deux forces vives-là, de tout État, qui permet donc non seulement d'assurer la cohésion, la stabilité, mais également d'assurer un développement durable. Soutenir les jeunes et les femmes leviers d'un développement et d'un avenir certain pour la langue française est le nouveau défi de l'OIF. Pour cela, les institutions des pays francophones doivent impliquer la société civile. Les assises de Dakar vont donc définir une nouvelle stratégie en matière de développement économique et de politique de stabilité de l'espace francophone, surtout en Afrique, qui compte le plus de locuteurs francophones. Loin du Sénégal, en Côte d'Ivoire, s'est ouvert ce matin à Abidjan le premier salon international des infrastructures routières et de la mobilité. Ce salon, dénommé Route Expo, est une initiative du groupement interprofessionnel des bâtiments et des travaux publics. Route Expo reste pour les différents acteurs de la chaîne de développement et de l'innovation une plateforme d'échange. L'enjeu du salon, accélérer l'intégration des infrastructures routières et régionales. Un autre salon ouvert également ce matin dans la capitale économique ivoirienne. Il s'agit du CIETA, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD. Pendant 3 jours, des industriels, inventeurs et structures d'encadrement vont exposer leur savoir et savoir-faire pour l'industrialisation du cajou. C'est un reportage signé Noël Niagno. C'est parti. Depuis ce mercredi, pour le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD, CIETA 2014. 3 jours pour présenter, rendre visibles et concrètes les opportunités de transformation du cajou et permettre ainsi à la Côte d'Ivoire d'améliorer son taux de transformation de l'ordre de 5% en 2013 pour le porter à 100% à l'horizon 2020, grâce à la politique volontariste
du gouvernement. La stratégie est fondée sur la promotion des investissements privés et des appuis ciblés de l'État en faveur du secteur de la transformation d'Anakar dans les principaux domaines suivants. L'accès au financement pour la transformation, l'amélioration de la qualité, l'appui à la commercialisation, le renforcement des capacités. Tout cela est assorti de mesures d'accompagnement, à savoir la mise en place d'un fonds de garantie pour faciliter le financement des investissements, le renforcement des capacités en matière technique et managériale, la réduction du coût de la validation de l'étude d'impact environnemental et social et l'appui à l'accréditation des laboratoires pour l'analyse des produits de l'Anakar. Des conférences et interventions thématiques vont meubler ces 72 heures du salon. Il s'agit entre autres des facteurs de réussite de la transformation de l'Anakar, le processus et qualité des matières premières. Le déficit en investissement dans le secteur des infrastructures en Afrique est immense. Il s'élève à 16 milliards de francs CFA par an. La Côte d'Ivoire, notre pays, atteint 7 800 milliards de francs CFA par an pour ses investissements et le partenariat public-privé reste une voie de salut. Mais attention, des précautions doivent être prises. Le dossier EcoPlus de la rédaction est signé ce soir. Noël Niagno. Il ne faut pas croire que les PPP sont la panacée de tous les problèmes de financement des infrastructures. Ils peuvent parfois poser des problèmes réels pour les finances publiques. Voilà le débat sur les PPP lancé. Les PPP ne sont pas une panacée. Suivi d'une mise en garde, ils peuvent poser de réels problèmes pour les finances publiques. Conséquence, les PPP doivent donc être sérieux. Les PPP, c'est un outil comme un autre, par exemple aux côtés des marchés publics, pour construire, pour réaliser des infrastructures qui seront ensuite utiles à la population. Mais dans certains cas, le PPP se justifie, le recours au PPP se justifie. Dans d'autres cas, le recours au PPP n'est pas très utile et il vaut mieux que la personne publique, que l'État par exemple, passe par un marché public de travaux qui sera moins onéreux et plus efficace pour lui qu'un PPP. Toute la problématique de la rencontre d'Abidjan était soulignée. 3 jours durant, experts d'Afrique et d'Europe, juristes, professionnels du secteur de l'industrie ont partagé leurs expériences, se sont formés et informés sur les précautions de toute nature à prendre pour promouvoir des PPP viables pour les générations futures. Surtout que les PPP sont une voie incontournable et pour cause. Dans un contexte marqué par la rareté des ressources publiques, l'alternative est d'impliquer les acteurs privés possédant la technologie et bien sûr les capitaux nécessaires pour faire face à des investissements parfois considérables, dont le financement par les budgets de nos États est quasi impossible. Un chiffre pour comprendre cette impossibilité. Les besoins de financement sont de l'ordre de 16 000 milliards de francs CFA pour toute l'Afrique. Et pour la seule Côte d'Ivoire, ils sont de 7 800 milliards. Le budget ivoirien pour l'exercice 2015 est de 5 000 milliards de francs CFA. La solution des PPP propres à l'Afrique doivent être envisagées. Une des solutions envisageables est de développer une véritable synergie des instruments financiers des PTF, je veux dire donc des partenaires techniques et financiers, pour améliorer la réponse aux besoins de financement des États. Au-delà du mode de financement, il s'agit de promouvoir la vision africaine des PPP, tout en gardant à l'esprit les spécificités de chaque économie et en demeurant conscient que les solutions proposées doivent être adaptées au contexte de chaque pays. La BAD, Banque africaine de développement, préconise un nouveau concept, le PPP intégré. Au lieu d'avoir des PPP isolés, une route par-ci, un pont par-là, une centrale par-ci, il faut des PPP intégrés. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir des PPP où on combine par exemple l'exploitation des mines avec le transport, les routes, le chemin de fer et l'acheminement vers les ports. Donc c'est tout un nouveau concept de PPP qui permet d'intégrer les différents chaînons, mais également connecter les populations aux infrastructures et également aux activités de production, aux activités de consommation. Donc évidemment, si on dit tout ça, on dit emploi. Voilà la nouvelle piste, développer les infrastructures et venir à bout de la pauvreté, le fléau qui menace l'Afrique, le continent du monde de demain. Et ce n'est pas une fiction. En 2050, nous serons
2 milliards d'Africains. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. C'est la situation aujourd'hui de la Chine. Si l'Afrique parvient à répondre à ces défis d'infrastructure, d'énergie, d'urbanisation, de formation professionnelle, elle peut donc devenir l'usine et le grenier du monde. Les lampions se sont éteints sur Abidjan avec l'avènement d'un nouveau concept, le PPP intégré. Voilà, c'était le dossier EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction, dossier signé Noël Gnagno. En politique à présent, les populations de Kong sont reconnaissantes au président Henri Konan Bédié pour l'appel de Daoukro, appel à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Et dans les jours à venir, ces populations comptent se rendre à Daoukro pour remercier le président du PDCI RDA. En tout cas, c'est ce qui ressort de la rencontre entre ces populations et l'émissaire du RDR à Kong, le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua. Mobilisation des grands jours à Ouangolo-Dougou. Les militants du RDR et leurs alliés au sein du RHDP reçoivent des émissaires avec à leur tête le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly. Une délégation venue les entretenir sur l'appel de Daoukro. L'envoyé du RDR est revenu sur les acquis obtenus par la Côte d'Ivoire sous Ouattara, notamment en termes de santé, d'éducation, d'électricité, d'adduction en eau potable, etc., etc. À l'issue de cette rencontre, le ministre Sangafoua estime que pour Ouangolo-Dougou, les retombées sont davantage visibles avec de nombreuses réalisations. J'ai indiqué aux parents qu'ils peuvent lui faire confiance, que ce qu'il a fait en 3 ans n'est rien à côté de ce qu'il envisage faire pour les 2 années qui lui restent pour son premier mandat et pour les 5 années pour lesquelles Bédié a demandé que tout le monde se mette autour de lui. D'autres localités de la région du Tchologo seront visitées avec toujours le même objectif, expliquer la quête essence de l'appel de Daoukro. Et ce week-end, le ministre Mamadou Sanogo, cadre du RDR, a sillonné la région de Lamé pour échanger avec les militants de son parti et ceux des autres partis membres du RHDP. Objectif, bien sûr, faire comprendre le bien fondé de l'appel de Daoukro. Une libation faite par les chefs de terre d'Azopé pour prier les mannes afin de soutenir les actions de développement du président Alassane Ouattara et faire de l'appel de Daoukro une réalité. Un rituel fait en présence de Mamadou Sanogo, cadre du RDR, Rassemblement des Républicains. Nous sommes un pays acquié et le ministre Mamadou Sanogo y est allé pour expliquer, commenter et faire comprendre l'appel de Daoukro aux militants du RHDP. Pendant 2 jours, il a sillonné toute la région de Lamé pour présenter le bilan de la gestion du président de la République, Alassane Ouattara, et surtout susciter des adhésions à l'appel de Daoukro qui veut une candidature unique au sein du RHDP. D'Alépé à Azopé, en passant par Akoupé et à Kassa-Tobrou, l'envoyé de la direction du RDR explique les avantages économiques de l'appel de Daoukro. C'est une zone industrielle que nous allons ouvrir aussi sur l'île Boulet. C'est dit que le développement a démarré, mais c'est avec la stabilité politique, c'est avec l'assurance des investisseurs que ce développement-là va se poursuivre. Et c'est ce que le président Henri Konan Bédié a vu en demandant aux militants du RHDP, notamment ceux du PDCI, de se mettre avec leurs frères du RDR. Le ministre Mamadou Sanogo soutient également que cet appel est une assurance pour les investisseurs et va permettre la réalisation du 2e miracle ivoirien. Le ministre Mamadou Sanogo demande aux militants des partis politiques, membres du RHDP, de s'approprier le message du président Henri Konan Bédié en convainquant les militants des autres partis politiques à adhérer aux idéaux de l'oufoutisme pour la réélection du président de la République en 2015. Nous n'appelons pas à l'unicité de partis. Nous sommes des démocrates, nous sommes pour la compétition politique, mais véritablement, si déjà les partis membres de la famille Oufoutis se mettent ensemble, c'est certain que la victoire de cette famille Oufoutis est garantie pour plusieurs décennies. Et tout autre parti en face demeurera dans l'opposition. À toutes les étapes, les militants ont fait des doléances portant sur le FAFSI et l'insertion socio-professionnelle des jeunes et se sont engagés pour la victoire au premier tour du candidat Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Et c'était un reportage de Mamadou Kwasi. L'Amérique est secouée par les événements de Ferguson. La colère s'exprime dans tout le pays. 4 mois après la mort d'un jeune noir non armé, Darren Wilson, le policier qui a tiré sur Michael Brown ne sera pas jugé. Pour sa première intervention devant les médias depuis les faits, il dit avoir bonne conscience.
Et je rappelle que ce qui fait l'essentiel de l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la visite officielle qu'effectue en ce moment le président gabonais Ali Bongo. C'est une visite officielle de 72 heures. Arrivé ce matin à Yamoussoukro, il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement. Je rappelle, je cite, « Je suis heureux et ému d'être en Côte d'Ivoire », a déclaré le président Ali Bongo à son arrivée dans la capitale politique ivoirienne. Voilà, fin de cette édition. On se retrouve demain à 20h.